Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Envie de lecture avec une spéciale BD aujourd'hui. Stéphanie. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très très bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Et aujourd'hui, une nouvelle invitée, Pauline Amier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux libraires à la librairie Le Pavé du Canal, Tout à fait, ouais. à Montigny-le-Bretonneux. Oui. Alors, qui va commencer à nous parler donc, de BD suite donc, au Festival d'Angoulême, Tout à fait, qui a eu lieu il y a 15 jours à peu près. Voilà, en fait, c'était le dernier week-end de janvier. Donc je crois qu'on commence avec les coquelicots d'Irak. Tout à fait, les coquelicots d'Irak de Brigitte Fin-Dacli. Voilà, Fin-Dacli. Honnêtement, je ne sais pas effectivement comment on dit. Et Lewis Trondheim. Donc Lewis Trondheim est un peu plus connu effectivement en bande dessinée, donc édité à l'association. En fait, elle raconte son histoire, son enfance, son adolescence en Irak. Elle est née à Mossoul, et Mossoul, ouais. Et son père est irakien, dentiste, et sa mère est française. Ils vivent effectivement à Mossoul, et elle raconte, voilà, par petits souvenirs, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais souvenirs, ce que c'était qu'une enfance à Mossoul, des années mi-50 jusqu'à à peu près les années 80. Ouais, d'accord. Avec des allées et venues effectivement en France. Ils avaient la chance de pouvoir partir en vacances en France. Une grande famille. Donc, ce que c'est aussi d'avoir d'être un enfant mixte, entre guillemets, une mère occidentale, un père moyen-oriental, parce que c'est aussi... Voilà. D'accord. Et puis, toutes les différences qu'il peut y avoir aussi d'un pays à l'autre, et aussi les incohérences qu'il peut y avoir dans un pays qui est en guerre depuis un nombre incalculable d'années, qui a connu effectivement une dictature, plusieurs coups d'État, donc elle les raconte successivement. Et effectivement, les absurdités qui montent petit à petit, jusqu'à la famille va finalement s'installer en France. C'est quand à l'arrivée de Saddam Hussein. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et elle continue à passer les étés en Irak, et puis pour finalement retrouver ses racines en Irak. Le pays change totalement, et elle n'arrive plus du tout à retrouver ce qu'elle avait connu dans son enfance. Donc elle raconte un peu avec tendresse beaucoup. Des situations absurdes et difficiles. Donc, tendresse, humour aussi, parce qu'il y a des petites pastilles assez cocasses ou originales, de tradition par exemple. La maman est française, donc fait beaucoup la cuisine, enfin je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, elle fait surtout des bons gâteaux. Et la tradition, quand on termine un repas et qu'on propose, quand il en reste encore, la maîtresse de maison propose aux invités de reprendre encore une part, et la tradition veut qu'en général, on réponde non. Donc en général, la maîtresse de maison insiste jusqu'à ce que l'invité dise OK. Et en fait, la maman, elle n'est pas du tout habituée à ça, donc est-ce que vous en voulez? Non, donc elle s'en va avec la moitié du gâteau. Donc les gens ne sont pas du tout habitués à ça. Donc bien sûr, les différences et voilà, c'est ça. Et du coup, tradition, tout simplement, alors c'est des petites... Voilà, les petites pastilles un peu humoristiques, mais il y en a d'autres un petit peu plus graves. Donc elle dessine, c'est elle qui... Non, c'est Trondheim qui dessine. Elle raconte. C'est son compagnon, c'est un couple. Tout à fait, voilà. Alors elle travaille aussi en bande dessinée, elle est coloriste en fait, elle a colorié différents albums. Et là, ils s'associent tous les deux, donc c'est lui qui dessine, c'est elle qui raconte. D'accord. Et c'est vraiment un très bel album. C'est d'accord. Oui, puis un bel hommage aussi à l'enfance et ce que l'on perd aussi de l'enfance. Pauline, vous l'avez lu également? Oui, c'est un album qui évoque un peu aussi Persépolis de Marjane Satrapi. C'est cette vision d'un conflit et d'un pays en perdition dans les yeux d'une enfant. Voilà, donc c'est toujours assez tendre et décalé aussi, parce qu'elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Bien sûr. C'est un bel album. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est moi. Pauline, on enchaîne avec Le Règne, la saison des démons. Alors, c'est un premier tome d'un cycle qui va en avoir 2. C'est Bois commun au dessin, on le connaît pour Meute par exemple. Il fait des dessins absolument extraordinaires avec beaucoup de détails, de perspectives. Il travaille beaucoup sur les paysages. Donc là, on va suivre, on est dans notre monde. Donc l'humanité n'existe plus, on la connaît. Enfin, l'humanité, en tout cas les humains, dans ce premier tome, n'existent plus. Ils ont disparu, donc c'est les animaux qui se sont emparés de notre société. Il y a différents niveaux sociaux, il y a des commerçants, enfin bon voilà. C'est côté planète des singes. Oui, tout à fait. Ça peut ressembler à la planète des singes. Et on va suivre une famille qui, comme tous les ans, va se rendre à un endroit très particulier qui s'appelle le Shrine. Et le Shrine est gardé par des moines. Et il faut passer cet endroit parce que la saison des démons arrive. Et cette saison des démons, c'est des catastrophes naturelles. D'accord. Donc cette famille doit traverser une partie du pays et rejoindre ce lieu
un peu sacré. Et évidemment, sur la route, il y a des bandits, il y a des mercenaires, il y a des obstacles. Enfin bon. Et ils vont être protégés par un groupe de 3 mercenaires qu'on voit sur la couverture. Une guéparde. Une guéparde, un tigre blanc et un buffle. Et un buffle. Donc voilà, eux, ils sont là pour protéger les plus offrants. Et il se trouve que c'est une famille très riche, donc ils se payent leur service. Ouais. Et voilà, on suit ce petit groupe dans toutes leurs péripéties. Et la saison des démons, en fait, c'est ce que les hommes ont légué à la planète, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. D'accord, donc il y a un peu une thématique aussi écologique. Oui, tout à fait. De conscience, voilà, d'accord. Voilà, et c'est épique. Petit côté Mad Max animalier aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, dans on voit il y a des convois de chariots un peu phénoménaux. Stéphanie, vous moi je l'ai pas lu. lu, moi j'ai regardé pour le graphisme et je trouve que parfois les personnages ressemblent un peu à la série Black Sad. Oui, aussi. Ouais. Je trouve que les personnages. Il y a beaucoup de félins. Tout à fait, oui, et j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien le graphisme. D'accord. Voilà, comme ça. Après l'histoire, effectivement, j'ai pas lu, mais le graphisme est attrayant. Mais on a tendance à oublier que c'est des animaux, quoi. Le tigre est un peu comme dans Black Sad, est plutôt sexy. On fait abstraction très vite. Alors on enchaîne, Pauline, puisque vous y êtes, on vous garde, avec L'homme qui tua Lucky Luke. Alors, L'homme qui tua Lucky Luke, c'est un hommage, clairement, à Lucky Luke. C'est l'album qu'il faut lire si on veut savoir pourquoi Lucky Luke a arrêté de fumer. Voilà. Oui, je ne vous dirai pas pourquoi. On suit Lucky Luke, qui est connu dans le monde du Far West entier, qui ne peut pas rentrer dans un bar sans qu'on lui demande de dégainer plus vite que son ombre. Tous les clichés autour de Lucky Luke. Voilà. Lui, au début de l'album, il est en errance, comme d'habitude, et il n'a qu'une envie, c'est de trouver un bon lit, un bon repas, et il doit repartir le lendemain matin. Sauf que dans la ville où il arrive, déjà il n'y a plus de tabac, donc ça pose beaucoup de problèmes à Lucky Luke. Et en plus, un convoi, une diligence qui transportait de l'or vient d'être attaqué par un Indien. Les shérifs locaux sont vraiment nuls, sont 2 frères. Le shérif officiel est un peu attardé. On comprend pourquoi après c'est lui qui est shérif. Ouais. Et évidemment, Lucky Luke va être chargé de s'occuper de ça, sauf que ça va pas se passer comme prévu. D'accord. Et voilà, on a tout. Donc c'était quoi, une histoire d'amour un peu pour l'auteur, de l'auteur pour Lucky Luke, tout à fait, avec envie de rendre un hommage. C'est clairement un hommage et il reprend tous les codes de Lucky Luke, mais je le trouve beaucoup plus humain et psychologiquement plus fin que dans les Lucky Luke de Maurice, où c'était un petit peu plus... Et il a eu le droit alors? Je me demandais un petit peu de... Oui, tout à fait, ouais. Il y en a plein des Lucky Luke qui sortent, qui sont des hommages en fait, comme Stéphanie va parler de Cosey qui a rendu hommage à Mickey. J'imagine que c'est très compliqué d'un point de vue droit. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal de démarches. Voilà, si le projet plaît aux héritiers, je pense que... D'accord, mais c'est ça donne envie en tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi il a arrêté de fumer. Ça on pourrait en motiver quelques-uns, quelques fans. Merci beaucoup Pauline. Alors cet hommage à Cosey, Stéphanie, qui a eu le grand prix du jury d'Angoulême, qui je le rappelle ne récompense pas un album mais une œuvre. Tout à fait, voilà, ce qui est un peu la consécration entre guillemets. Et en plus, celui effectivement qui est primé, il a la gageure d'être le président de la session prochaine. Donc c'est lui qui sera président du festival de l'année d'après, 2018. Et Cosey, c'est un auteur de bande dessinée suisse qui est né dans les années 50 et qui est surtout connu pour la bande dessinée, pour la série Jonathan. D'accord. Alors Cosey, c'est on part en voyage avec Cosey, on part à l'aventure et on part en voyage. Alors notamment effectivement avec la série Jonathan, qui est un jeune homme d'origine suisse qui part sur les cimes himalayennes à la recherche d'un amour perdu. Et c'est vrai que la majorité de ces albums, c'est surtout l'amour qui est le premier moteur entre guillemets c'est le thème de la quête initiatique. Voilà, c'est ça. Ah oui, complètement. C'est à la fois une quête intérieure et une quête initiatique. Et puis son dessin, là on le voit sur la couverture, moi ça me parle beaucoup, pas seulement parce que c'est la montagne, mais je trouve son dessin il y a beaucoup de douceur. Oui, beaucoup. J'ai remarqué. On a eu un... J'avoue. Oui, je me souviens, le livre sur les amoureux de la montagne. Donc là, on s'y retrouve quand même. C'est vrai. Mais là, son dessin est très... Il y a beaucoup de douceur dans ça. Ça a l'air très contemplatif. Oui, mais c'est pas nombriliste, entre guillemets. Enfin, c'est pas non plus... voilà. Il y a beaucoup d'humanité, je trouve, dans son discours. Il prend souvent fait et cause pour
pour des petites gens. Ouais. Là, alors surtout chez Jonathan, il prend beaucoup fait cause pour la cause tibétaine. La présence chinoise sur le sol. Engagé, plutôt engagé, tout à fait. C'est presque de l'autofiction, les débuts de Jonathan, parce que son héros lui ressemble beaucoup. Vraiment, quand on voit il y a 30 ans la tête de Cosette, c'est vraiment la tête de Jonathan. D'accord. Et puis lui-même a beaucoup traversé. Voilà, tout à fait. Bon, il n'a pas fait que ça après, donc il y a eu d'autres choses, effectivement. On voyage aux États-Unis, on voyage aussi, il en a fait beaucoup quand même en Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Laos, Birmanie, Laos, enfin voilà. Et ça, c'était son dernier album, qui est un hommage en fait à Disney. Une grande figure. Tout à fait. Et là encore, c'est aussi l'amour qui est le début, en tout cas la quête du roman, de la BD. D'accord. Et c'est effectivement à la fois, alors d'où ça paraît peut-être un peu niais, on voit quelques images là derrière, niais de dire ça, mais il y a quelque chose de très profond, effectivement. Et donc c'est toute une œuvre donne une envolée, je trouve. Voilà, à découvrir. Tout à fait. D'accord. Oui, moi je suis ravie qu'il ait eu un prix, parce que il n'est pas forcément peut-être très connu du très grand public, et ça va effectivement lui donner un autre regard. Et alors Stéphanie, je crois savoir que vous voulez aussi rendre un hommage tout à fait, à un auteur disparu très récemment. On en avait parlé à la première émission de l'année, effectivement, Taniguchi, qui est décédé là, le 11 février. Et effectivement, la première émission, c'était quoi lire en 2017, et j'avais proposé Taniguchi. Donc oui, lisez encore plus Taniguchi maintenant. Il va beaucoup nous manquer, enfin moi je trouve. Donc un auteur, je rappelle, un auteur japonais. Un auteur japonais de manga, effectivement, pardon. Également beaucoup de poésie, beaucoup d'humanité aussi. Un très très beau dessin. Tout le monde peut le lire, enfin, c'est pas parce que c'est du manga que c'est. Et au contraire, c'est ouvert vraiment à beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup de sensibilité, très intime. Tout à fait. Et un très grand auteur. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous remercie toutes les deux pour tous ces conseils. Et puis on a des BD à lire, donc. Plein. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci.